Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de la série où on essaye d'apprendre à faire un film avec le budget cantine d'une élève de CP. Si jamais tu es tombé sur cet épisode totalement par hasard, eh bien bienvenue, installe-toi, prends un café, suis-moi sur Instagram, sur Twitter, sur Sens Critique, abonne-toi, mets la petite cloche, mais surtout, essaye quand même d'aller voir les épisodes précédents avant de regarder celui-ci, parce que ce qu'on décrit là, c'est les différentes étapes d'un long processus, et ce serait dommage que tu sois largué en cours de route. Pour les autres, dans l'épisode précédent, on s'était arrêté avec un scénario complet, terminé, policé, duquel on était fier, et duquel on pouvait être fier, hein, vu le long processus et toutes les étapes par lesquelles on était passé pour en arriver à ce résultat-là. On s'était laissé aller à explorer nos rêves et à créer sans limite, et maintenant c'est l'épisode où on va commencer à pleurer. Parce que oui, faire un film, c'est pas uniquement vivre d'ambition artistique et d'eau fraîche, c'est surtout apprendre et comprendre que l'on va devoir faire des concessions. Et le fait de le réaliser et de devoir s'y adapter, c'est l'une des parties les plus douloureuses du processus, malheureusement, mais on peut pas faire autrement qu'en passer par là, et c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Ce moment très douloureux où il est temps de tuer ses rêves pour commencer à penser de façon un petit peu plus pragmatique. Vous l'aurez donc compris, ce troisième épisode, c'est un petit peu l'épisode de la joie, hein, quelque part, mais il est impératif d'en passer par là, c'est vraiment nécessaire de parler de ça, de parler de l'importance des contraintes extérieures dans le processus créatif, parce que ça va nous rendre d'autant plus fiers, quelque part, du résultat final auquel on aboutira, parce que nous, on saura que le film, toutes ces étapes douloureuses, toutes ces limites, toutes ces contraintes, il y aura survécu, il aura tout traversé, et ce avec un certain panache. Le petit disclaimer habituel avant de commencer, cette série de vidéos n'est basée évidemment que sur mon avis, sur ma façon de travailler et sur ma propre expérience de laquelle je me sers pour donner des conseils à ceux qui n'auraient pas encore trouvé le courage de se lancer, mais surtout n'oubliez pas, c'est un travail collaboratif, donc si jamais vous n'êtes pas d'accord, si jamais vous avez d'autres conseils à donner, si vous voulez compléter quelque chose que je dis, etc., n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Et les futurs cinéastes, des conseils, ils en trouveront tout autant dans vos commentaires à vous que dans ma vidéo à moi. Donc si on pouvait un peu tous ensemble retransformer Internet dans ce qu'il était supposé être à la base, à savoir un espace collaboratif, ce serait quand même absolument génial. Voilà, sur ce, bienvenue dans ce troisième épisode de Comment faire un film fauché, les contraintes. Parce que l'une des premières leçons qu'on apprend lorsqu'on commence à réaliser des films en amateur, c'est que faire du cinéma, c'est pas donner vie à toutes nos ambitions artistiques les plus folles et les plus incongrues, c'est surtout, et même d'abord, faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et ça, c'est vraiment l'un des trucs les plus importants à retenir et à comprendre, parce que c'est valable pour tous les réalisateurs et pour tous les films. Quel que soit le niveau de production, que ce soit de temps, de matériel, d'argent, on manque toujours de quelque chose quand on veut faire un film par rapport à sa vision d'origine, qu'on s'appelle Martin Scorsese, ou qu'on soit un petit réalisateur anonyme plein d'espoir et d'ambition. Et le premier job d'un metteur en scène, c'est exactement ça. Prendre conscience que sa vision artistique va de toute façon être limitée par des contraintes extérieures contre lesquelles il ne pourra rien, et faire son film malgré tout. On a tous cette image complètement fantasmée de ce qu'est un réalisateur, une réalisatrice, à savoir quelqu'un qui arrive dans une pièce totalement vide, qui claque des doigts et puis d'un seul coup ça devient un chef-d'œuvre parce qu'il émanerait du cinéaste une espèce d'aura divine de création, mais pas du tout. Un excellent cinéaste, c'est quelqu'un qui est capable de trouver des solutions alternatives tout le temps, en permanence, pour assurer que sa vision d'origine se retrouvera dans le film, peu importe les contraintes qu'il aura à surmonter. Parce que des problèmes insurmontables, vous en rencontrerez en permanence et ça ne sert à rien de perdre du temps et de l'énergie à essayer de les résoudre. Le bon metteur en scène, c'est pas celui qui arrive à prendre sa vision artistique complètement pure et fantasmée de ce que va être son film pour la mettre dans le résultat final. C'est quelqu'un qui arrive tellement bien à sauver les meubles que personne, en regardant le film, ne se rend compte qu'il y a eu des meubles à sauver. Et pour bien que ceux qui croient encore qu'il y a des espèces de génies comme ça qui arrivent dans une pièce, qui claquent des doigts et d'un seul coup le film devient un chef-d'œuvre, je vais vous lire la préface de Faire un film, le bouquin absolument génial de Sidney Lumet que toute personne qui a envie de faire une cinéma devrait absolument lire. Faire un film de Sidney Lumet, préface, premier paragraphe. Un jour, j'ai demandé à Akira Kurosawa pourquoi il avait choisi de cadrer, comme il l'avait fait, un plan de son film Ran. Donc là, imaginez-vous la situation. C'est-à-dire que tu es fan d'un réalisateur, mais absolument fan. Il y a un plan qui t'obsède depuis des années et des années, qui a influencé tout ton cinéma, puisque tu es toi-même devenu réalisateur, sans doute en partie grâce à ce réalisateur en plus. Tu le croises au détour des chiottes, voilà, vous êtes tous les deux en train de vous laver les mains, tu rencontres ton idole, tu lui dis « Écoute, je suis obsédé par un plan de ton film, explique-moi pourquoi tu l'as fait comme ça, parce que vraiment, ce plan, il m'a transformé, il m'a impacté durablement. » Tout le monde voit bien la situation en tête? Tout le monde a bien le... Je reprends. Il m'a répondu
que s'il avait déplacé la caméra de 2 cm vers la gauche, une usine se serait retrouvée dans le champ. 2 cm vers la droite, et nous aurions vu l'aéroport. Ni l'un ni l'autre n'avaient leur place dans un film d'époque. Seul le réalisateur sait à quoi tiennent les décisions qui vont aboutir au film tel qu'il est. Et cela peut tenir à tout et n'importe quoi, des contraintes budgétaires jusqu'à l'inspiration divine. Ce paragraphe de la préface de ce bouquin, c'est presque pour moi la seule et unique chose qui mérite d'être lue sur le cinéma depuis qu'on a commencé à écrire dessus. Quand vous avez lu ça, vous avez tout compris. Bon après, on va pas se mentir, t'es pas Akira Kurosawa, et moi non plus, hein, mais l'idée générale reste la même. Le secret, c'est l'adaptabilité. Parfois, les décisions artistiques qui vont le plus marquer le public, on les prend parce qu'on y est absolument contraint et qu'on ne peut pas faire autrement. Un réalisateur, ce n'est pas un champion d'alpinisme qui gravit l'Everest de problèmes qu'il y a face à lui, c'est une putain d'anguille tellement visqueuse qu'elle est capable de passer par n'importe quel trou pour contourner tous les obstacles et ainsi rester fidèle à sa vision d'origine. Et si vous me le permettez, on va saupoudrer un petit peu tout ça de philosophie darwiniste. Celui qui survit et qui accouche de son film, c'est pas le plus fort, c'est celui qui sait s'adapter. Et nous, les cinéastes amateurs, on le sait, notre principal problème, celui qu'il va falloir absolument surmonter, faire l'anguille, pour arriver à assurer notre vision d'origine, c'est le manque de moyens. Donc ça se traduit comment? Ça se traduit par matériel réduit au minimum, décors qu'on peut, accessoires qu'on peut, et acteurs qu'on peut aussi. Et nos potes, ceux qui acceptent de jouer dans nos films et qui acceptent de s'embarquer avec nous dans ces histoires de tarés, on va prendre 5 secondes pour leur rendre hommage, parce que ce sont eux les vrais héros de tout ça. Ils ont une dévotion vis-à-vis de nos projets qui est complètement dingue et qu'on ne mérite absolument pas, mais ça ne leur enlève pas le fait que la plupart du temps, ce sont des gens qui n'ont pas d'expérience de jeu. Et donc ça, c'est une contrainte pour nous les cinéastes en herbe, c'est comment faire jouer quelqu'un qui, a priori, ne sait pas jouer, en fait. Et personnellement, le conseil que je vous donnerais, que j'ai commencé à m'appliquer à moi-même depuis plusieurs courts-métrages maintenant, c'est en fait de suivre la méthode Alexandre Astier, c'est-à-dire que si vous connaissez vos acteurs, réécrivez les dialogues pour qu'ils s'adaptent à leur façon de parler. Alors évidemment, par contre, en faisant ça, vous allez perdre un petit peu du style littéraire qu'il y a dans le dialogue du scénario écrit, mais ce que vous allez perdre en style, vous allez le gagner en crédibilité et en naturel à l'écran. Et c'est ça le plus important, parce que personne n'en a rien à foutre que vos dialogues aient du style, qu'ils soient bien écrits, bien composés pour être musicaux et poétiques, si personne n'y croit. Et comme on est des amateurs et qu'on n'a pas de moyens, on n'a pas de temps à perdre non plus, donc plutôt que de demander à vos comédiens d'apprendre à pouvoir jouer tout et n'importe quoi, demandez-leur simplement le plus possible d'être eux-mêmes. C'est payant parce que même si au visionnage, lorsque tu les regardes jouer, tu vas évidemment pas dire « Oh là là, lui, il mérite un César », leur jeu te dérange pas. Leur jeu te paraît suffisamment naturel pour que tu rentres dans le film. Et c'est ça le plus important, la crédibilité. Et avant de continuer, je glisse juste un dernier petit merci à tous mes potes qui m'ont suivi dans toutes mes aventures. Merci, vous êtes géniaux. Pour ce qui est des accessoires, maintenant, là, le conseil, il va être très très simple. N'achetez que ce qui est indispensable, à moins évidemment que ce soit un objet extrêmement précis qui est indispensable à la mise en scène de votre film. Là oui, dans ce cas, achetez-le, mais sinon tout le reste, c'est de la récup. Et même si ça s'éloigne un petit peu de l'idée de départ que vous aviez, que ce soit en termes de costumes, en termes de, voilà, d'objets, franchement, on s'en fout. Voilà, hein, vous avez besoin d'un objet, on vous trouve un objet qui ressemble à 80% à ce que vous vouliez, prenez-le. Et pour illustrer ça, j'ai une petite anecdote en ce qui concerne le tournage de mon court-métrage Le Grand Jour. À la base, normalement, lorsque le personnage découpe le cadavre, il devait avoir en fait une tenue de médecin légiste intégrale, voilà, qui lui recouvrait complètement son corps et son costume. Et ma régisseuse m'a dit, écoute, j'ai un impair, voilà, il est totalement transparent, un style un peu poncho, etc. Il coûte 90 centimes, recouvre-le de faux sang, ça ira très bien. Et elle avait raison. Maintenant qu'on a parlé des acteurs et des accessoires, on va arriver au gros morceau des contraintes qui s'imposent à nous, les jeunes cinéastes en herbe, les décors. Et là, ça va être un petit peu plus compliqué parce que le choix des décors, c'est une problématique qui, en fait, doit intervenir dès l'écriture du scénario. Donc, s'il vous plaît, je vous en supplie, ne m'écrivez pas de biopic sur Louis XIV quand vous savez que vous ne pourrez jamais tourner au château de Versailles. Ça ne sert à rien, ça va juste vous frustrer. Et même, j'ai envie de dire, n'écrivez des scènes qui se déroulent que dans des décors où vous savez que vous allez avoir la possibilité de tourner. Parce que le temps perdu à trouver un décor, c'est du temps que vous auriez pu consacrer à autre chose, et notamment
à comment exploiter le décor déjà disponible. Et en plus, pour l'avoir vécu, préparer un tournage sans savoir exactement où tu vas tourner certaines scènes, c'est super stressant et ça t'empêche de te concentrer sur l'exploitation du décor. Parce que c'est pas parce que le décor dans lequel tu peux tourner est simple que tu ne peux pas en faire quelque chose d'intéressant. Oui, ok, on n'a pas tous à notre disposition des grands manoirs ou des superbes appartements haussmanniens, mais sincèrement, vous seriez surpris de ce qu'on peut tirer d'un décor simplement en fermant 3 volets sur 4, en laissant passer un très léger filet de lumière et en rajoutant une lampe halogène. Alors après, personnellement, par contre, j'avoue, je ne suis pas le mieux placé pour vous donner des conseils en ce qui concerne la recherche de décors, parce que c'est un problème qui n'intervient jamais dans mon processus d'écriture, parce que pour moi, l'architecture, c'est tellement important que j'écris mes histoires en fonction du lieu où je vais les tourner. C'est-à-dire que j'ai mon décor et que je viens y mettre une histoire. Et vraiment, pour moi, l'architecture, le décor, c'est tellement important, c'est tellement intimement lié à l'histoire que j'ai envie d'y raconter, que pour prendre l'exemple de mon court-métrage Mr. Lobster, lorsqu'on a dû changer de décor, j'ai réécrit le film. Mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo, mon obsession pour l'architecture et ma maniaquerie au niveau des décors, on en parlera dans le prochain épisode qui sera consacré à la mise en scène. Surtout qu'en attendant, on a la dernière et la plus imposante de toutes les contraintes qui s'imposent à nous à traiter, le matériel. Et donc là, vous l'avez compris, on n'a pas de matos, ou en tout cas on a le strict minimum de ce qui est possible d'avoir pour pouvoir faire un film. Qu'est-ce qu'on fait? Adaptabilité. En 2 mots. Parce que c'est en sachant ce qu'on ne peut pas faire qu'on peut se concentrer sur ce qu'on sait faire et pousser nos capacités au maximum de ce qu'il est possible d'en tirer. Et à notre échelle, nous les cinéastes amateurs, ce qui est important, c'est de faire un film propre. C'est pas grave qu'il soit simple, c'est pas grave qu'il soit tourné au téléphone qui a une focale fixe en 50 mm, ça personne n'en a rien à branler. Ce qui compte, c'est que notre film il soit abouti. Et parfois pour faire un film abouti, il vaut mieux que ce soit beaucoup plus simple que d'avoir une caméra avec 14 000 filtres disponibles, un objectif voilà, qui peut aller de 18 mm à 135 mm, dont on ne maîtrise absolument pas le résultat de l'image parce qu'on ne connaît pas notre appareil. De toute façon, nous comme on est des amateurs, ce qui est important, c'est que notre film il soit propre. Et c'est pas grave qu'il soit simple. C'est pas grave qu'on ait tourné ça au téléphone et qu'on ait dû utiliser que des cadres fixes parce qu'on n'a pas de Steadicam à notre disposition ou en tout cas qu'on sait pas la maîtriser. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que notre film, quand il va être vu, quand il va être reçu, les gens vont se dire « Ah, c'est léché, c'est propre, ça fait pro ». C'est ça qui est important. Et ça n'a rien à voir avec les contraintes techniques. Je vais juste vous donner un exemple hyper concret pour illustrer ça. On a parlé de Steadicam un petit peu avant dans la vidéo et c'est vrai que j'ai cette tendance à faire des films qui ont une mise en scène fixe. Voilà, c'est-à-dire que je travaille beaucoup plus la composition que le mouvement. Voilà, je sais, le grand jour, je crois qu'il n'y a pas un seul plan en mouvement dans tout le film. Et c'est quelque chose qu'on a parfois eu tendance à me reprocher. On m'a dit, ouais, j'ai bien aimé le film, c'était sympa, c'était beau, c'était propre, mais ça manquait un peu de mouvement, la mise en scène était trop statique. Et la raison pour laquelle j'ai choisi d'adopter une mise en scène statique, c'est que, certes, j'ai une Steadicam, mais que, comme je jouais dans le film, mon chef opérateur ne maîtrisait pas l'usage de la Steadicam, et donc il était absolument hors de question qu'il apprenne sur le tas comment utiliser cet objet-là, pour donner des plans qui, au mieux, allaient être sauvables, et au pire, allaient être complètement ratés. Et donc finalement, partir dans une mise en scène qui était fixe, c'était quelque chose de profondément logique, en fait, parce que, comme on ne maîtrisait pas le résultat de l'usage de cet appareil, on n'allait pas expérimenter sur le moment. C'est déjà suffisamment compliqué de faire un film quand on est amateur. On va pas en plus se rajouter du stress avec cette idée que on sait pas faire, mais YOLO, on verra ça sur le tournage. Il faut absolument jamais se dire ça. Bien sûr, vous pouvez faire un film expérimental, et bien sûr que lorsque les gens le regarderont, ils se diront « Ah, il y a de la recherche, c'est intéressant, c'est un petit peu expérimental. » Mais ce qui doit être expérimental, c'est le résultat, pas l'usage des moyens de tournage pour aboutir à ce résultat, sinon vous êtes sûr de vous planter. Il vaut mieux un truc simple et propre qu'un truc compliqué et ambitieux complètement foiré. J'ai conscience que ça ressemble un petit peu à un discours de vieux con qui te dit non, expérimente pas, va pas te lancer dans des choses compliquées, mais vraiment, pour l'avoir fait, c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose parce que tu vas dans le mur. Aujourd'hui, lorsque je regarde mon tout premier court-métrage que j'ai partagé sur la chaîne, parce que j'en avais tourné avant, mais là c'est le premier qui a été visible par le public, qui s'appelle As Memory, ce court-métrage-là, il y a certaines séquences dedans que j'aime bien. Voilà, il y a quelques moments que je sauverais, mais quand j'ai tourné le film, j'ai absolument pas réfléchi à toutes ces contraintes-là, j'ai absolument pas pensé au jeu des acteurs, j'ai absolument pas pensé au matériel qu'on savait pas utiliser, que je n'avais pas l'expérience pour diriger des acteurs, et encore moins des acteurs non professionnels. J'ai pas pensé à tout ça, à l'éclairage, au choix des décors, etc. Et en fait, ça se voit dans le film.
C'est-à-dire que le film ressemble à une espèce d'expérience bâtarde, une espèce de collage de morceaux, de trucs que j'ai réussi à sauver au montage, un peu comme un film de Terrence Malick par exemple. Punchline gratuite. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, lorsque je re-regarde ce film, je me dis « Putain, mais qu'est-ce que c'est de la merde !» Qu'est-ce que c'est de la merde? Pas au sens où j'avais pas les connaissances pour faire une mise en scène plus élaborée, etc. C'est de la merde au sens, Clem, tu sais pas ce que tu fais là. Tu sais pas ce que tu fais, t'es en roue libre totale, t'avais envie de faire une seule séquence du film, tu l'as faite, c'est la seule à laquelle t'as réfléchi, et puis maintenant, bah voilà, tu rames quoi, hein, tu rames et tu t'essayes de t'adapter comme tu peux à des contraintes que tu ne maîtrises pas, et t'essayes même pas de les surmonter en fait. Et aujourd'hui, bah cet échec-là, je l'impute en fait à une espèce d'orgueil de jeunesse, qui faisait que je n'avais absolument pas conscience de ce que je pouvais faire et de ce que je ne pouvais pas faire. Et vraiment, ne faites pas cette erreur. Parce qu'on ne le dira jamais assez, oui, c'est super de courir, mais il faut apprendre à marcher d'abord. Et vraiment, croyez-moi lorsque je vous dis que je comprends ce sentiment de frustration que vous pouvez peut-être ressentir lorsque vous vous dites « mais merde, j'ai envie de faire ça, j'ai ces ambitions-là, mais j'ai pas les connaissances, j'ai pas le budget, je ne sais pas comment faire pour donner vie à ma vision. » Et ben, je vais vous dire un secret, votre vision de départ, celle qui vous motive à créer, de toute façon, vous ne lui rendrez pas justice. Parce qu'encore une fois, faire un film, c'est s'adapter, c'est sauver les meubles, parce qu'il y aura toujours de nouveaux problèmes, toujours de nouvelles contraintes qui s'imposeront à vous, et apprenez à faire des sauts de cabri plutôt qu'à gravir l'Himalaya. De toute façon, si on a envie de le faire notre film, il faut s'adapter. On n'a pas le choix. Et vous verrez que c'est ultra formateur pour la suite, parce que plus vous apprenez à en faire avec le moins possible, plus vous serez capable d'en faire lorsque vous aurez les moyens de vos ambitions. Le plus important, ce qui compte, finalement, c'est de faire des films. C'est pas de faire votre chef-d'œuvre dès que vous avez 15 ans. Et si, par on ne sait quel miracle, parce que moi j'y arrive toujours pas, hein, je vous rassure, vous arrivez à surmonter toutes ces contraintes, à faire un film qui est propre, qui fonctionne, qui est punchy, qui a du style, alors qu'il n'avait pas besoin d'argent pour exister, et ben vous envoyez le plus beau des messages. À savoir que votre travail, c'est pas un film qui manque d'argent, c'est un film qui n'avait pas besoin d'argent pour être un moment de cinéma. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de ce 3e épisode de la série Comment faire un film fauché. Dans le 4e, on parlera de comment est-ce qu'on conçoit une mise en scène. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous ne me suivez pas encore sur Twitter et Instagram, suivez-moi sur Twitter et Instagram, sur Sens Critique aussi. Et en attendant, bah moi je vous dis à dans un mois pour la suite de nos aventures. Et on va voir si les cinéastes en herbe plein de rêves que nous sommes, on va arriver à les surmonter toutes ces contraintes. Salut tout le monde!